Stéphane, on va commencer avec une dépêche de l'AFP qui a fait du bruit sur notamment la page Facebook de la Mela, une dépêche que vous avez analysée. Ça disait en gros que les Turcs avaient réussi à chasser l'État islamique de leurs frontières et qu'en gros le problème de Daesh était résolu. Alors Stéphane, j'imagine que du côté de chez vous, on a pris cette dépêche avec beaucoup d'ironie. Oui, c'est un article d'Ilan Sadiq, en fait, Jim, suite à effectivement une dépêche de l'AFP qui disait que le problème de Daesh était réglé. Vous savez que le problème de Daesh était que l'État islamique avait en lien géographique contigu avec la Turquie, et puis qu'en Turquie, elle s'approvisionnait en hommes, en renfort, ces fameux volontaires venus du monde entier, notamment de Belgique et d'Europe, et en armes et en munitions, et qu'il fallait absolument, si on voulait vaincre Daesh, il fallait couper ce cordon ombilical. On a toutes les preuves du monde pour savoir que ces approvisionnements arrivaient de la Turquie, notamment à la suite de la chute de Manbij il y a quelques semaines, il y a 2 semaines à peu près. On a retrouvé d'abord des armes turques partout, des conseillers turcs, et puis beaucoup de documentation qui démontre que le cordon ombilical c'était avec la Turquie, donc il fallait couper ce cordon ombilical. Donc les militaires américains et européens avaient décidé de se baser sur les forces kurdes, de les envoyer outre la rivière, le fleuve Euphrate, sur sa rive ouest, pour conquérir les territoires et en fait pour générer une ceinture de sécurité qui empêchait Daesh de toucher la Turquie, de toucher physiquement la Turquie et donc de recevoir ses approvisionnements. Et le 24 août dernier, Recep Erdogan a lancé une offensive à sa manière qu'il a appelée bouclier de l'Euphrate. On en a d'ailleurs parlé à cette antenne. Et puis, il a fait autre chose. La chose principale qu'il a faite, c'est soi-disant de chasser Daesh de sa frontière. Alors, comment il a fait? Eh ben, il s'est arrangé en fait avec Daesh, et il n'y a pas eu de bataille. Il n'y a pas eu de bataille du tout. Les miliciens islamistes ont quitté les villages et ils ont été remplacés par des soldats turcs. Donc maintenant, on a la Turquie qui s'est avancée d'environ 10 kilomètres en territoire syrien. La frontière turque a bougé, mais c'est toujours la Turquie, Jim. La Turquie sur une plus grande échelle qu'auparavant. Le lien entre Daesh et la Turquie, contrairement à ce qu'affirmait l'AFP, il n'a pas été réduit. Hein, il a été augmenté. Les voies de communication pour l'approvisionnement en renfort, en armement, elles sont plus fortes qu'elles étaient avant le déclenchement de l'opération turque. Et on a été très surpris. Pour être beaucoup plus précis et court, l'affirmation de l'AFP est totalement ridicule. Et ce qui est encore plus ridicule, c'est qu'elle a été reprise par Le Figaro, Le Monde et tous les perroquets de l'AFP qui contrôlent même plus l'information qu'ils relancent, qu'ils diffusent. Parce que en journaliste débutant, se serait rendu compte que entre ce qui se passait avant bouclier de l'Euphrate, c'est-à-dire une partie de la frontière turque qui suffisait à pourvoir Daesh en armes, en munitions et en hommes, et après l'opération bouclier de l'Euphrate. Et puis maintenant, on arrive toujours à passer par la Turquie au niveau des hommes, au niveau des armes et au niveau des munitions, puisque la Turquie n'est pas partie. La Turquie, elle a franchi la frontière, elle a établi les frontières, en tout cas, de manière intermédiaire, intérimaire, turque en Syrie, et la surface de contact entre Daesh et la Turquie a augmenté. Elle a augmenté de manière militaire, mais elle a aussi augmenté de manière politique, parce que Erdogan, donc le président turc, a demandé et obtenu d'Obama, de l'administration américaine, qu'elle mette une fin à l'offensive kurde. L'offensive kurde qui était appuyée par l'aviation américaine notamment, mais également des États européens, pour justement couper cette proximité entre la Turquie et Daesh. Et Erdogan a dit non, je vais m'occuper moi-même de Daesh. Et en fait, il a préservé Daesh. En fait, et c'est ça qui est grave, et c'est là que la plaisanterie s'arrête,
les États-Unis ont envoyé de l'aviation, mais également des forces spéciales au sol pour pouvoir d'abord couper cette voie d'approvisionnement, qu'elle est asséchée Daesh. Daesh, sans renfort, sans munitions, ne peut pas tenir le coup face à ses ennemis, notamment la coalition occidentale. Et on prévoyait pour le printemps prochain au plus tard une grande offensive sur la capitale de Daesh en Syrie, Raqqa. Et sans armes et sans renfort, eh bien, les islamistes n'avaient aucune possibilité de tenir le coup. La bataille aurait été courte, elle n'aurait pas fait beaucoup de morts dans les rangs de la coalition anti-Daesh, mais ce rêve est terminé, Jim. C'est-à-dire que le couloir est consolidé entre la Turquie et Daesh. L'offensive kurde et plus coalition Daesh pour le couper a été arrêtée par décision de M. Obama et de ses conseillers amis Joe Biden et Kerry. Donc, le Daesh continue à vivre, continue de recevoir ce dont il a besoin pour continuer le combat. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est que font les milliers de soldats européens et américains en Syrie. C'est un investissement colossal de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui a été fait pour ces soldats, pour chasser Daesh de la guerre de Syrie et d'Irak. Et aujourd'hui, de par cette décision que personne ne comprend, eh bien, cette possibilité de chasser rapidement l'État islamique, en tout cas de Syrie, n'existe plus et personne ne la comprend. Alors, on se demande aussi, on s'est demandé après l'article d'Ilan, si c'était pas un petit peu pour protéger le gouvernement de M. Hollande, que l'AFP claironne partout que le problème de l'approvisionnement de Daesh est résolu alors qu'il ne l'est pas, parce que il va bien se trouver quand même certaines personnes, certains confrères, notamment en France, pour demander, eh bien, si on a protégé, si on a sauvé la mise et la vie de Daesh, eh bien, que font nos soldats français là-bas? On avait envoyé en France les soldats combattre en Syrie pour venger la mort des jeunes gens qui avaient été massacrés au concert notamment du Bataclan. Et puis on avait dit, c'était le discours officiel, que c'était Daesh qui générait en fait la plupart du terrorisme, la plus grande partie du terrorisme islamique en Europe, et qu'il fallait absolument le couper à sa source, à sa racine. Et maintenant que les décisions ont été prises au niveau politique et militaire pour laisser Daesh en vie, eh bien, il faudrait que quelqu'un aurait demandé tôt ou tard à M. Hollande et à son gouvernement d'expliquer ce que fait la France encore en Syrie, alors qu'il n'y a plus vraiment de possibilité logique et raisonnable de chasser Daesh, Jim. Alors Stéphane, on va passer directement à un autre sujet. On a perdu un peu de temps ce matin, mais j'invite nos auditeurs à aller lire l'article sur la page de la Metula News Agency s'ils veulent encore plus de détails. Stéphane, on parle maintenant des relations diplomatiques. On parle d'une possible rencontre entre Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas sous l'égide de Vladimir Poutine. Poutine qui fait pression sur les Palestiniens. On sait que Mahmoud Abbas n'est pas très enclin à accepter cette rencontre. Et il y a une autre révélation qui est arrivée hier comme une bombe. C'est Mahmoud Abbas qui aurait été un agent du KGB en Syrie sous le nom de code Krotov. C'est un média israélien qui a révélé cette information. Stéphane, est-ce que le timing entre les pressions de Vladimir Poutine et l'information selon laquelle Mahmoud Abbas était au KGB sont une coïncidence? C'est bien vu, Jim. Là, comme d'habitude, la réponse se trouve quelque part dans votre question. En fait, ce qui se passe, c'est que Vladimir Poutine veut réussir diplomatiquement là où l'Europe et les États-Unis n'ont pas réussi, c'est-à-dire à mettre tout simplement en présence Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas pour qu'ils recommencent à discuter, pour qu'ils recommencent à évoquer la possibilité d'une solution négociée aux différends israélo-palestiniens. On sait que la France a fourni de très gros efforts et a convoqué une première réunion ce printemps à Paris pour essayer d'arriver à ce but et qu'elle piétine pour le moment, qu'elle envisage une conférence internationale dans pas longtemps. On sait aussi qu'il y a à l'ONU, à Manhattan,
la session d'automne qui va s'ouvrir. On sait qu'il y a cette session et qu'en Europe, eh bien, Mahmoud Abbas jouit de très gros appuis. En gros, tous les États européens lui sont très favorables. Tous les États représentés à l'ONU également sont très favorables. Et donc Israël n'a pas du tout envie de se voir forcer la main et de se voir pousser à de nouvelles concessions, voire à des menaces diplomatiques, de durcissement des sanctions à son encontre. Alors, ce qu'aimerait faire Benjamin Netanyahou, eh bien, c'est de court-circuiter ces initiatives, ces dynamiques, en rencontrant Mahmoud Abbas, en faisant taire tout le monde et en pouvant dire, ben vous voyez, le processus de paix continue, c'est absolument inutile d'en parler à Paris, c'est absolument inutile d'en parler à New York, on est en train de travailler là-dessus, et à cet égard, l'initiative de Vladimir Poutine de faire se rencontrer les deux hommes à Moscou va très bien, convient très bien aux Israéliens. On s'assierait, puis probablement Poutine et Netanyahou, qui sont appuyés par un autre allié de marque, qui est le maréchal al-Sisi, le dirigeant de l'Égypte, organiserait les choses de manière à pouvoir, à la fin de cette réunion, présenter certains succès, certaines avancées. On pense notamment ici, on a eu certains échos, qu'une réunion à Moscou pourrait se conclure sur une reconnaissance mutuelle des droits mutuels, c'est-à-dire que ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à maintenant et qui n'a pas beaucoup de valeur au niveau stratégique et diplomatique, ce serait que Mahmoud Abbas reconnaisse à Israël le droit d'être en État juif. Ce serait très important pour l'image de M. Netanyahou et que M. Netanyahou, de sa part, reconnaisse le droit aux Palestiniens de disposer d'un État. Ce serait déjà un très grand succès. Alors, côté Mahmoud Abbas, Jim, c'est exactement le contraire. Puisqu'on sait qu'on est appuyé par les États européens et que s'il y a poursuite de cette dynamique en France et en Europe, eh bien on ira de succès en succès. Puisqu'on sait que quoi qu'on dise à l'Assemblée générale de l'ONU, on va être acclamé, eh bien on va pas se dépêcher d'aller à Moscou. À Moscou, ce sera plus difficile. C'est difficile de raconter des histoires à l'eau de rose à Vladimir Poutine et au maréchal al-Sisi. C'est difficile de faire face à Netanyahou aussi. Donc on va faire tout ce qu'on va pouvoir pour ne pas aller en Russie. Et notamment, on va poser des conditions. C'est ce qu'a fait Mahmoud Abbas. Il a dit que pour aller en Russie, il veut rien de moins que le gel des implantations et la libération d'un certain nombre de prisonniers terroristes jugés en Israël et qui purgent des peines de prison. Et bien entendu, les Israéliens ne sont pas du tout d'accord de faire ces concessions. Pour les Israéliens, une rencontre, c'est avant tout une rencontre sans précondition. Alors les Russes sont d'accord avec les Israéliens, Jim, et pour faire pression justement sur Mahmoud Abbas, ici à Metula, on est presque sûr que ce sont les Russes qui ont sorti cette histoire qui démontre que Mahmoud Abbas était un ancien agent soviétique et qui ont ébruité cette affaire et qui l'ont passé notamment à ces journaux israéliens. Cette divulgation en cache d'autres. C'est une menace indirecte par rapport à Mahmoud Abbas en lui disant, écoutez, si vous n'acceptez pas de venir rapidement et sans condition rencontrer Netanyahou à Moscou, eh ben on va tout dévoiler sur votre passé en tant qu'agent du KGB. Et bien entendu, du côté palestinien, on n'a vraiment pas envie de ce grand déballage, ce qui nous permet de dire que très probablement, à notre avis, à 80% de chances de réussite, eh bien, très prochainement, les Palestiniens vont abandonner leurs conditions et vont accepter que Mahmoud Abbas rencontre Netanyahou à Moscou. Et ce serait un très grand scoop au niveau de ces négociations bilatérales, parce que ça fait vraiment très très longtemps que ces négociations sont embourbées. Et bien entendu, ceux qui en recueilleraient les fruits diplomatiques et les fruits au niveau de leur image de marque, ce serait d'abord Vladimir Poutine et ensuite le maréchal al-Sisi et Benjamin Netanyahou. Stéphane, il est déjà à 8 heures passées de 23 minutes. Alors on va se donner encore une petite, voire allez, 2 minutes maximum
pour conclure, parce qu'il y avait encore 2 sujets que nous aurions aimé aborder. Tout d'abord, on va parler un peu de sport, c'est aussi de l'actualité. Stéphane, il y avait Israël-Italie en début de semaine, une défaite 3-1 des Israéliens, mais une défaite encourageante. Comment on a vécu cette défaite face à une grande nation du football côté israélien? Oui, c'est clair qu'Israël est une grande nation du football européen, Jim. C'est jamais bien de gagner, c'est jamais bien de perdre, il faut pas se voiler la face. En revanche, Israël a très bien joué, surtout en seconde période. Israël, durant tout le match, a dominé l'Italie. D'ailleurs, au niveau de l'occupation du terrain, Israël a une occupation de près de 70%. A eu 2 fois plus de tirs en direction de la cage de l'excellent Buffon que les Italiens, surtout qu'à un moment donné, les Italiens ont perdu un défenseur qui a écopé dans 2e carton jaune, synonyme de carton rouge. Ça ressemblait beaucoup d'ailleurs au dernier match entre Israël et la Belgique en 2e période, où Israël avait outragement dominé les Diables Rouges, et c'était à peu près la même chose. Mais le problème des Israéliens, c'est de marquer, c'est la marque finale, la réalisation. De nouveau, il y a eu beaucoup de tirs en direction de Buffon qui a dû vraiment faire des parades extraordinaires. Pas beaucoup, mais il a quand même à nouveau sauvé son camp. Et puis, comme avec les Italiens, si je peux dire, sans remuer des souvenirs douloureux pour nos auditeurs belges, eh bien, sur rencontre, je crois qu'ils ont eu 2 ou 3 actions dans toute la 2e mi-temps. Et puis sur rencontre qui partait des 16 mètres italiens, eh bien Immobile reçoit la balle près des 16 mètres israéliens, il passe son défenseur, il attribue un tir croisé et le gardien israélien ne peut pas l'arrêter. On est à quelques minutes de la fin du match, 3-1, c'est terminé, mais le public, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, applaudit la Nifreret israélienne debout. Et on sort de ce match sur une bonne impression, comme c'était le cas notamment contre la Belgique. Si ça se concrétise, si les prochains matchs, notamment le prochain match le mois prochain contre la Macédoine, en Macédoine, si les bons mouvements qu'on a vus se confirment, eh bien on pourrait arriver à ce qu'on attend tous ici, c'est un renouveau, un réveil de l'équipe nationale israélienne qui est endormie depuis maintenant plus de 15 ans, qui n'existe pas au niveau international. Donc voilà notre espoir, et on a eu des raisons d'y croire la semaine dernière. Voilà Stéphane, une équipe internationale qui dort pendant 15 ans. On a connu ça aussi en Belgique. Stéphane, on va conclure avec un reportage sur Metula, un reportage qui a été fait par votre stagiaire Cindy. Alors Stéphane, si vous pouvez nous passer Cindy, nous allons lui demander donc comment ressentent les habitants de Metula au niveau de la sécurité surtout, parce qu'on sait que Metula se trouve proche de la Syrie, proche du Liban. Alors Cindy, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour Jim, je suis là. Oui, bonjour Cindy. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se sentent les habitants de Metula? Est-ce qu'ils vivent vraiment dans un climat d'insécurité au quotidien? Ah, écoutez Jim, j'ai débarqué à Metula de Paris il y a 3 jours. Et j'ai décidé d'aller à la rencontre des habitants de Metula qui habitent quand même dans un endroit assez stratégique au niveau géopolitique. Et donc bien sûr c'est une impression bizarre de se réveiller à 400 mètres du Hezbollah, notamment quand on entend à 4 heures du matin un barrage d'artillerie, mais qui s'est avéré être qu'un exercice de Tsahal. J'ai donc hier pris la décision d'aller poser la question aux habitants de Metula s'ils avaient peur tout simplement. Et j'ai été particulièrement étonnée par le calme platonique des habitants. Et la sérénité totale du village qui était complètement calme. Donc tout le monde était apparemment au courant qu'il s'agissait que d'un exercice de l'armée israélienne. Et je garde notamment en tête cette jeune femme de 24 ans qui travaillait au café du coin et qui m'a dit nous on n'a pas peur, c'est eux qui ont peur de nous. Et comme l'a dit Yael, une résidente de Metula, le danger ne vient que quand on l'ignore. Voilà, à bon entendeur pour l'Europe.
Merci beaucoup Cindy pour ce premier reportage donc en stage à la Metula News Agency. Cindy, je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette première. Je vous souhaite un bon stage avec Stéphane Juffat. Stéphane qu'on remercie également. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce Bruxelles Metula, dans ce vendredi un peu compliqué, mais on y est arrivé au final. Ben, on y est bien arrivé. Juste en tout petit mot pour vous dire que hier, vraiment, toute la région s'est réveillée en pensant qu'une nouvelle guerre avait éclaté. À 4 heures du matin, c'était l'heure choisie par Sahel pour un exercice grandeur nature à raison de 3 salves d'artillerie par minute. Et beaucoup de gens dans la région, presque tout le monde s'est réveillé et beaucoup de gens pensaient qu'on allait vers une nouvelle guerre. Puis en fait, comme Cindy l'a très bien dit, on s'est aperçu que c'était tout simplement un exercice également destiné à montrer à nos voisins qu'on était prêts. Sur ces paroles guerrières, il me reste qu'à vous souhaiter à vous et à tous les auditeurs un merveilleux week-end de septembre encore estivale.